Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. On va séparer l'épisode en trois, comme je fais souvent. En premier, je vais parler du Club Privilège. C'est le retour du Club Privilège. Je vous parle de ça. Ensuite, je vais parler de certaines questions sur la manœuvre Smith que j'ai reçue d'une auditrice. Ensuite, en dernière partie de l'émission, on va parler de Comprendre l'économie, partie 3. Donc, c'est une série en 4 parties sur comprendre l'économie, les inégalités de richesse. J'ai fait les parties 1 et 2, puis aujourd'hui, je vais faire la partie 3 en troisième partie de l'émission. Commençons. Donc là, on est au mois de septembre, c'est la rentrée. Pendant l'été, j'ai fait tirer 6 livres sur la manœuvre Smith. C'était le livre L'indépendance financière, devenez maître de votre hypothèque. C'était le concours que j'ai fait dans les dernières semaines pendant l'été parce qu'il y avait une pause du Club Privilège. On était en train de changer un petit peu le système en arrière-plan pour le Club Privilège. Puis, on a fait une pause au mois de juillet-août. Et là, c'est le retour au mois de septembre. Donc, tous ceux qui sont déjà inscrits au Club Privilège depuis le début de l'année 2025 ou même ceux pendant l'été qui se sont inscrits au Club Privilège, vous allez recevoir la campagne du mois de septembre. Au mois de septembre, ça va être 3 cartes cadeaux de 1 000 $ à la forfaiterie. La forfaiterie, vous avez un choix. Si vous gagnez un 1 000 $ en cartes cadeaux, là, vous aurez un choix entre 1 500 forfaits cadeaux différents. Souvent, c'est des week-ends, forfaits, expériences, voyages. Donc, week-end de rêve, peut-être en amoureux, des trucs comme ça. Donc, c'est le prix du mois de septembre. Bon, pour participer, quoi faire? Premièrement, il faut être inscrit au Club Privilège. Si vous ne l'êtes pas déjà, vous pouvez aller sur mon site web frédériclacharité.com/club-privilège. Le lien est dans les notes de l'émission. Vous m'envoyez votre prénom, nom, adresse courriel. Et puis, une fois que vous êtes inscrit, vous allez recevoir une fois par mois, autour du 20 de chaque mois, le courriel Club Privilège. Ce courriel-là va contenir surtout une question à laquelle vous pouvez répondre en cliquant dans le courriel. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, là. Aussitôt que vous répondez à la question, vous êtes inscrit au tirage du mois en cours. OK? Il ne suffit pas d'être inscrit au Club Privilège en général. Il faut, lorsqu'on reçoit le courriel, répondre à la petite question. Je réponds à chacune des réponses que je reçois. Et puis, souvent, les questions vont concerner les hypothèques ou les finances personnelles. Puis, dans le courriel aussi, souvent, il va y avoir un article sur un sujet précis autour des hypothèques, des finances personnelles, qui est parfois lié à la question. Moi, en fait, c'est une façon de faire de la publicité, donc je le redonne en prix à faire tirer à chaque mois. Donc, quand même, 3-4 cadeaux de 1 000 $ qui pourraient vous permettre de partir peut-être une fin de semaine avec votre conjointe. Si vous gagnez ce prix-là, je fais tirer aussi tout le temps une carte cadeau aussi de 50 $ à chaque mois. Voilà, donc ça, c'est pour le Club Privilège. Je vous rappelle, vous pouvez aller sur mon site web, frédériclacharité.com/Club Privilège pour être inscrit, puis recevoir le courriel à chaque mois du Club Privilège. Ça recommence en septembre. Maintenant, je passe aux questions de Sophie sur la manœuvre Smith que j'ai reçue cette semaine. Allons-y avec la première question. Première question, une fois que l'hypothèque est remboursée, qu'advient-il de la marge de crédit et du compte non enregistré? Quelles sont les options? OK, donc, une fois que l'hypothèque est remboursée. Donc, je vous rappelle la manœuvre Smith. OK, c'est on prend notre prêt hypothécaire normal, qu'on dit aussi non déductible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déduire les intérêts sur ce prêt-là de nos impôts. Lorsqu'on achète notre résidence principale, lorsqu'on achète notre maison, l'intérêt sur ce prêt-là, on ne peut pas venir réduire notre revenu imposable grâce à ces intérêts-là. C'est pas possible parce qu'on a acheté notre maison avec ça. Mais la manœuvre Smith, c'est qu'on va transformer notre prêt hypothécaire d'un prêt qui est non déductible en prêt déductible d'impôt. C'est-à-dire, si on rembourse
notre prêt qui est non déductible, puis qu'on réemprunte à côté le montant, puis qu'on l'investit. À ce moment-là, la partie qui est à côté, qui est le nouveau prêt hypothécaire, lui, les intérêts sont déductibles d'impôts, puis on peut venir réduire notre revenu imposable grâce à ça. On va faire des économies, on fait en quelque sorte un peu du report d'impôts dans le futur, puis il y a des avantages certains à faire ça, en plus qu'on est en train d'investir en même temps qu'on rembourse notre hypothèque. Ça répond à un problème, besoin que les gens ont de, oui, rembourser leur hypothèque, mais aussi d'investir en même temps. Bref, là, ici, Sophie demande, une fois que l'hypothèque remboursée, c'est-à-dire l'hypothèque non déductible est remboursée, qu'advient-il de la marge de crédit? La marge de crédit, ça, c'est le prêt maintenant qui est déductible d'impôt. Qu'advient-il de la marge et du compte non enregistré? Quelles sont les options? Alors là, les options, première option, c'est si l'on décide de conserver les investissements. OK? Parce qu'une fois que le prêt est remboursé, normalement, on se retrouve avec un prêt qui est déductible, puis on se retrouve avec un compte non enregistré d'investissement. On se retrouve donc avec des investissements, puis un prêt dont l'intérêt est déductible d'impôt. Si on décide de conserver les investissements, on a le droit de conserver la dette. Ou pas. OK? Donc, mettons, option 1, là, c'est qu'on déciderait de conserver les investissements. À ce moment-là, on peut décider de conserver aussi la dette, mais il faut quand même payer les intérêts sur la marge. Il faut quand même payer les intérêts. Donc, le paiement qu'on prenait qui servait à rembourser notre prêt hypothécaire normal, on pourrait décider de le rediriger vers payer les intérêts sur notre marge de crédit. Puis, à ce moment-là, le paiement qu'on avait avant, normalement, devrait être plus gros que le montant des intérêts sur notre marge. Donc, on peut décider de prendre ce qui reste, puis de continuer à investir dans notre non enregistré. Mais on pourrait aussi le rediriger vers notre CELI, REER, parce qu'à ce moment-là, on n'aurait pas de nouveaux emprunts, donc l'excédent de notre paiement pourrait être redirigé vers d'autres types de comptes. On ne serait pas obligé de le rediriger vers un compte non enregistré obligatoirement. Mais ça serait une première option. Donc, on pourrait conserver notre prêt, puis payer les intérêts sur la marge. On pourrait même prendre notre prêt de marge, puis le transformer, si on voulait, en prêt amorti pour, réduire l'intérêt, puis peut-être en rembourser une partie de ce prêt-là avec le temps. On pourrait décider que, oui, on va conserver nos investissements, mais qu'avec le temps, on va diminuer le prêt. Ça, on a le droit de faire ça. Notre prêt dont les intérêts sont déductibles, c'est bien beau, les intérêts sont déductibles d'impôts, mais peut-être qu'on voudrait se retrouver éventuellement avec 0 intérêt à payer en plus de nos investissements. Donc, on pourrait, avec notre épargne, ou en tout cas avec une partie de notre paiement, on pourrait décider de rembourser aussi notre prêt qui est déductible d'impôts. Donc ça, c'est si l'on conserve les investissements. OK? On peut conserver la dette, puis la rembourser en partie ou pas du tout. On a cette flexibilité-là. On pourrait même décider avec les distributions des investissements dans le non enregistré, qui distribue de l'argent, ça peut distribuer parfois 1, 2, 3 % en valeur. On pourrait décider de rembourser la marge, les intérêts, puis la marge avec ça. En tout cas, il y a plein de choses qu'on pourrait faire si on décide de conserver les investissements. L'autre option, c'est si l'on décide de vendre les investissements. Parce qu'on pourrait se retrouver où est-ce que les investissements ont une valeur plus élevée que le prêt qui, lui, est déductible d'impôt. Idéalement, on veut se rendre à ce stade-là. Il y a une possibilité aussi que les investissements ne réussissent pas à couvrir le prêt. OK? On aurait cette situation-là, surtout si on a fait la manœuvre Smith sur une courte période de temps. Si, par exemple, on a fait une MAPA puis que ce n'est pas tous les fonds qui ont été utilisés pour être investis sur les marchés. Donc, on pourrait se retrouver dans une situation comme ça, mais généralement, nos investissements, si on a fait la manœuvre Smith de base, nos investissements vont valoir plus cher que le prêt. Puis sinon, il faut attendre quelques années avant que ce soit le cas, parce que normalement, les investissements avec le marché vont croître à une vitesse plus rapide que les intérêts sur notre prêt hypothécaire. Donc, aussitôt qu'on arrive à un montant d'investissement, on peut décider de vendre nos investissements pour rembourser la dette. OK?
même que si l'on vend les investissements en partie ou en totalité, on doit absolument rembourser la dette parce que sinon, en tout cas, absolument, dans le sens que si on veut que les intérêts de ce prêt-là conservent leur éligibilité pour être déductibles d'impôts. Parce que si on vend les investissements et qu'on conserve la dette à ce moment-là n'est plus éligible pour avoir des intérêts déductibles d'impôts. Si on se débarrasse des investissements, la dette à ce moment-là doit être remboursée proportionnellement à la vente des investissements. OK? Sinon, techniquement, si le fisc arrive puis regarde tout ça, il va dire oui, OK, je comprends, tu as une dette qui a à l'origine servi pour investir, mais là, tu as vendu tes investissements. Donc, techniquement, maintenant, ta dette, elle sert à d'autres choses potentiellement. Donc, puis là, il faut prouver, il faut montrer, il faut faire le chemin, puis peut-être qu'on n'a pas les bons documents pour montrer tout ça. Bref, c'est préférable que si on décide de vendre les investissements, on rembourse proportionnellement la dette qui a été utilisée pour acheter ces investissements-là. OK? Sinon, il risque d'avoir contamination. Si on ne veut pas ça, le mot contamination en manœuvre Smith, c'est vraiment ce qu'on ne veut pas parce que là, on se retrouve avec des intérêts qui sont non déductibles, comme à l'origine. Mais normalement, manœuvre Smith, on veut qu'à un certain point, c'est fini les intérêts non déductibles. On n'en veut plus dans notre vie. Donc, tout ce qu'on a comme intérêt qu'on paye, c'est parce qu'on l'a utilisé pour investir. Donc, on peut, oui, à ce moment-là, lorsqu'on décide à l'option 2 de vendre les investissements, on doit payer l'impôt sur le gain en capital. Donc, il faut faire attention, il faut s'assurer que de nos investissements qu'on va vendre, il faut faire attention dans le sens que on doit en avoir suffisamment pour rembourser la dette. Après, gain en capital. L'impôt va être seulement sur le gain en capital. Donc, si on a emprunté 200 000 puis qu'on a pour investir 200 000 puis que ce 200 000-là, maintenant, vaut 300 000, bien, l'impôt, ça va être sur 100 000 du gain en capital. Puis là, en fait, ça va être même 50 % du 100 000 qui va être ajouté à notre revenu imposable. Puis là, il devrait normalement y avoir une planification de tout ça avec notre planificateur financier, avec notre conseiller pour peut-être pas vendre tout la même année ou peut-être y aller contre des pertes en capital. Bref, rendu là, il faut y aller avec de la planification. Et puis ça, c'était la deuxième question de Sophie. OK? Et l'impôt sur le gain en capital du compte non enregistré, ce n'est pas clair dans le livre. Donc, Sophie, ici, avait lu le livre Devenez maître de votre hypothèque, l'indépendance financière, le livre sur la manœuvre Smith, puis ici mentionne que c'est pas clair comment ça fonctionne, le gain en capital. Je pense que c'est un petit peu volontaire de ne pas aller en détail dans la façon dont fonctionne la déclaration d'impôt. Il faut vraiment regarder avec son professionnel, avec son comptable pour ces questions-là. Peut-être avec son conseiller en placement pour voir quel type de revenu, puis vraiment bien s'entourer à ce moment-là. Mais moi, ce que je peux dire, puis là, c'est très important ici que je vous dise que tout ce que je dis, moi, sur le podcast, évidemment, je ne suis pas, je connais bien la loi de l'impôt, je fais mes impôts moi-même, mais je suis aucunement qualifié pour donner des conseils précis à quelqu'un sur la comptabilité. OK? Donc là, ce que je vous dis, ce sont mes connaissances personnelles que je partage. Ce ne sont pas des conseils. Et puis, évidemment, je vous dis d'aller voir votre comptable pour avoir l'heure juste. Donc, l'impôt sur le gain en capital, qui n'est pas mentionné dans le livre, je pense que c'est normal, on ne veut pas s'avancer dans ces concepts-là, mais disons que, comme j'ai dit, dans un compte non enregistré, 50 % du gain en capital est imposable lorsque tu vends un placement à profit. Donc, la réponse à ça, c'est qu'il faut planifier intelligemment, oui, ces gains-là lorsqu'on va vendre nos investissements d'un compte non enregistré. On va demander à notre comptable, puis peut-être à notre planificateur financier de nous aider dans ce processus-là. Dernière question de Sophie que je vais adresser. Un autre point mentionné dans le livre, on fait mention d'avoir une marge de crédit personnelle en cas de pépin au lieu de faire dormir notre fonds d'urgence et de mettre celui-ci dans le remboursement de l'hypothèque. Vous en pensez quoi?
Oui, ça, c'est un accélérateur proposé avec la manœuvre Smith, c'est-à-dire prendre notre fonds d'urgence. Donc, c'est-à-dire, si par exemple, on a un 10 000 en fonds d'urgence dans un compte épargne non enregistré qui dort, qu'on s'est mis de côté, parce que c'est le fonds d'urgence, 3 à 6 mois de dépenses courantes, c'est une recommandation qui revient souvent en finances personnelles. Je suis moi-même d'accord avec cette recommandation-là. J'ai moi-même un fonds d'urgence dans un compte épargne où en fait, parfois je le mets dans le CELI, mais dans un placement où est-ce que je ne vais pas perdre, que je peux retirer, donc dans cash.to par exemple. Puis juste, parfois j'ai l'espace dans mon CELI, fait que je vais mettre mon fonds d'urgence dans le CELI pour ne pas avoir d'impôt sur l'intérêt généré par ce fonds d'urgence-là. Mais je suis donc, tout ça pour dire, je suis, moi, d'accord avec l'idée d'avoir un fonds d'urgence. Maintenant, il y a une autre école de pensée qui dit qu'il faut optimiser chaque dollar de crédit disponible. OK? C'est comme l'approche mathématique. C'est certain que d'avoir un certain montant d'argent qui dort, entre guillemets, dans un compte épargne, ce n'est peut-être pas optimal côté mathématique. On pourrait, ce que les gens en manœuvre Smith vont dire, c'est qu'on pourrait prendre ce montant-là, rembourser notre prêt qui est non déductible, et puis après ça, le ressortir via notre marge de crédit hypothécaire et l'investir dans un compte non enregistré. Okay, je pense que ça pourrait même être le même compte épargne non enregistré qui génère un certain revenu. Ça pourrait même être ça, même si c'est très, très faible. Puis, en fait, ce qui est... Mais non, c'est pas vrai. On ne voudrait pas le remettre dans un compte épargne comme étant un fonds d'urgence parce que techniquement, on ne peut plus, une fois qu'on l'a investi, on ne peut plus toucher à ce montant-là facilement sans avoir à rembourser la dette qui est associée. Donc l'idée, c'est que ce qu'on dit dans le livre La manœuvre Smith, c'est qu'on pourrait prendre ce montant-là qui dort dans notre compte épargne, puis aller l'ajouter dans nos investissements non enregistrés. Puis on nous dit, ben, tu as juste à avoir une marge de crédit personnel en cas d'urgence, tu sais, qui est à zéro, qui ne coûte rien. Bon, moi, je ne vais pas encourager les gens à faire ça. Tu sais, ça dépend tellement des gens. Moi, j'aime ça, avoir mon coussin à côté. Je suis prête à prendre une petite perte d'efficacité. Moi, l'idée d'aller optimiser chaque dollar de crédit disponible, c'est pas mon approche à moi. Moi, j'ai une approche beaucoup plus paix financière. Moi, j'aime ça avoir de l'argent, de la liquidité, un bon cash flow. Et puis, je ne vais pas m'arranger pour que tout arrive tout le temps à zéro, puis qu'en cas d'urgence, je dois l'emprunter. Non, moi, j'aime ça avoir l'argent à côté. Mais c'est une question de préférence. Tu sais, peut-être que dans votre vie financière, vous avez très peu de risques. Tout est super stable et puis qu'il n'y a pratiquement aucune chance qu'il y ait une urgence qui arrive dans votre vie. Tu sais, puis que vous aimez pas ça, vous, voir un 10 000 dormir dans votre compte épargne, ben, je comprends, tu sais, puis je ne vais pas arrêter personne de dire, ben moi, mon fonds d'urgence, c'est ma marge de crédit personnelle, puis si jamais il y a une urgence, j'ai ça, puis j'aime mieux avoir l'argent qui est optimisé, qu'on met dans la manœuvre Smith, puis qu'on va l'investir dans notre compte non enregistré de placement à long terme. Voilà, c'est une question de préférence. Personnellement, j'aime ça avoir l'argent de côté. Tu sais, en cas d'urgence, là, souvent, c'est pas le fun, une urgence. Puis là, tu empruntes le montant pour régler ton urgence, puis après ça, tu as encore un petit stress parce que tu as de l'intérêt à payer sur ce montant-là, tu dois le rembourser. Donc c'est ça. Tu sais, les urgences, c'est stressant. Puis quand il faut que tu empruntes l'argent pour la régler, ben on continue d'avoir un petit stress parce que dans le fond, on n'a pas vraiment l'argent, il faut aller l'emprunter. Bref, c'est une question de préférence ici. Donc pour répondre à la question, en cas de pépin, faire dormir notre fonds d'urgence, mettre celui-ci dans... Vous en pensez quoi? Ben c'est ça. Voilà. Je pense que j'ai livré là, le fond de ma pensée.
par rapport à ça, c'est une question de préférence. Je comprends tout à fait ceux qui décident de ne pas avoir de fonds d'urgence et une marge de crédit personnel au lieu en cas d'urgence, mais je ne vais jamais, moi, encourager quelqu'un à liquider son fonds d'urgence pour le remplacer par une marge de crédit personnel. Non, pas du tout, parce que moi, je suis de l'école que parfois, c'est pas mal le fun d'avoir de l'argent de côté, c'est sécurisant, puis il n'y a rien de mal à ça, quitte à perdre un petit peu. Tu sais, question d'assurance aussi. Tu sais, parfois, moi, je vois des gens qui vont s'assurer pour tout plein de choses. Ils vont s'endetter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, pour compenser, ils vont chercher des assurances parce que là, ils sentent justement qu'ils n'ont pas d'argent, que tout est optimisé. Donc là, oui, il y a un petit risque. On va après ça chercher des produits d'assurance. Ça, c'est des frais supplémentaires. Moi, je préfère avoir de l'argent, m'auto-assurer. Bon, l'assurance, c'est important, là, OK? Il faut vraiment bien regarder nos besoins d'assurance puis aller chercher les assurances nécessaires. Euh, moi, par contre, c'est ça, là, le fonds d'urgence, c'est un petit peu par rapport à ça. Je vais peut-être parfois préférer avoir des franchises plus grosses sur mes assurances, plus hautes, puis avoir des plus petits frais, des primes d'assurance, des plus petites primes d'assurance, puis je vais être en quelque sorte auto-assuré, dans le sens que si vraiment il m'arrive une bad luck, ben je l'ai, l'argent, il est là, il est pas loin. Puis ça m'économise des frais d'assurance en augmentant les franchises comme ça. Donc, mais tu sais, c'est une préférence. C'est comme, on n'est pas obligé. Chacun, il va selon comment il est à l'aise ou pas avec tout ça. Donc voilà, c'était tout. J'espère, Sophie, que je réponds bien à tes 3 questions. N'hésite pas à me réécrire si tu as d'autres questions ou si mes réponses n'étaient pas claires. OK, un petit rappel par rapport à la manœuvre Smith. Vous pouvez aller sur mon site web frédériclacharité.com/manœuvre-smith pour voir mon offre de manœuvre Smith. Vous avez accès à un mini-cours, donc 7 modules, 7 vidéos d'une dizaine de minutes chaque qui expliquent en détail en quoi consiste la manœuvre Smith. Vous pouvez aller sur mon site web frédériclacharité.com/manœuvre-smith pour en savoir plus. OK, dernière partie de l'émission. Donc, c'est la capsule économique. Comprendre l'économie, partie 3. Là, je vous réfère aussi aux 4 articles de blog que j'ai publiés. C'est du contenu que j'ai repris de l'économiste Gary Stevenson. Comprendre l'économie, partie 3, c'est pourquoi les économistes ignorent les inégalités de richesse. Okay? Malheureusement, les économistes, on se rend compte qu'ils ont d'autres préoccupations que les inégalités de richesse. Puis là, c'est pas vrai, là, il y a certains économistes comme Gary Stevenson, que je considère qui est un économiste, il a étudié en économie, puis lui, il parle des inégalités de richesse, mais là, on parle de la majorité, OK? Le mainstream, les économistes qui travaillent pour les banques, vont moins souvent parler, disons, de l'inégalité de richesse. OK? Puis ça peut sembler bizarre lorsque vous voyez passer des choses sur l'inégalité. Parfois, ça va être critiqué justement en disant, non, c'est pas prouvé qu'il y a des inégalités ou en fait, c'est pas ça le problème dans l'économie. Puis puis on va tenter d'expliquer ici, en fait, Gary Stevenson nous explique, OK, pourquoi que les économistes qui, normalement, devraient avoir une bonne compréhension des inégalités de richesse, il va nous expliquer ici pourquoi que c'est pas le cas, c'est pas nécessairement le cas, OK? Je reviens dans ce cours accessible à tous. Il expose avec clarté les rouages de l'économie moderne et surtout ce qu'on ne vous dit jamais. Donc là, c'est un petit récapitulatif des parties 1 et 2. Dans la partie 1, Gary pose une question simple mais essentielle. Qu'est-ce que la richesse? Donc on a parlé de ça. C'est l'immobilier, toutes les terres, les entreprises, etc. Dans la partie 2, ensuite, Gary nous a montré comment l'inégalité de richesse détruit les conditions de vie de la majorité des gens. OK? Les salaires restent bas, puis les actifs augmentent.
la capacité d'achat diminue d'année en année au fur et à mesure que la richesse se concentre toujours vers le haut de plus en plus. Okay? Puis c'est une spirale auto-renforçante. Et c'est en cours depuis les années 80. Et on se fait endormir par ce système-là pendant que ceux en haut de la pyramide, eux, ils ne voient pas de problème parce que tout va très bien pour eux en ce moment, tandis qu'il y a quand même des problèmes majeurs dans l'économie. OK, donc là, dans la partie 3, Gary s'attaque à une énigme dérangeante. Si c'est si grave, les inégalités de richesse, pourquoi que les économistes n'en parlent-ils pas? OK? Puis la partie 4, on va faire la clôture de cette série-là. Donc, allons-y là, avec la partie 3. Alors, pourquoi que les économistes ne parlent pas plus d'inégalités de richesse? Premièrement, une formation académique qui efface l'inégalité. Okay? Donc, Gary Stevenson a étudié l'économie à la London School of Economics, puis à Oxford. Puis après 5 ans dans les meilleures institutions, le constat est sans appel. L'économie enseignée ne parle jamais des vrais problèmes économiques vécus par la population. Pas un mot sur l'inflation, les loyers trop chers, les salaires stagnants ou l'accès à la propriété. Tout tourne autour d'un modèle mathématique abstrait. Okay, Gary nous dit que ce qu'il a appris là, en allant à l'université, à la London School of Economics, puis à Oxford, ce sont des modèles abstraits où l'inégalité de richesse n'est pas mentionnée. Okay? Le cœur de ces modèles repose sur une hypothèse centrale. Il n'y a qu'un seul individu dans l'économie, un agent représentatif. Autrement dit, l'économie se pense uniquement en termes de moyenne. On ne prend jamais en compte qu'un individu gagne tant, puis l'autre individu gagne vraiment plus. Il y a une moyenne qui est faite, puis ça devient l'agent représentatif. Et là, on ajoute ça dans le modèle. Conséquence, c'est que si une personne gagne 1 000 $ de plus et un autre 1 000 $ de moins, le modèle ne voit aucun changement. Il n'y a aucune place pour mesurer ou comprendre l'inégalité entre ces deux personnes-là. OK? Puis, donc ça, c'est un gros problème. OK? On a tout plein de formules mathématiques qui ne prennent pas en compte les inégalités de richesse. Une élite formée à ne pas poser les vraies questions. OK? Ça, c'est le deuxième constat. Pourquoi les économistes ne parlent-ils pas des inégalités de richesse? Une élite formée à ne pas poser les vraies questions. Gary pousse la réflexion plus loin. Si pendant 10 à 15 ans, vous étudiez des modèles où l'inégalité n'existe même pas, vous finissez par croire qu'elle n'est pas importante. Tu sais, les économistes, on va faire le bac, on va faire la maîtrise, peut-être on va faire des thèses de doctorat, on va étudier des modèles pendant longtemps. Bien, à force d'être exposé à tous ces modèles-là, on finit par croire que, oui, on va entendre parler des inégalités de richesse, mais on va dire, ben non, ça, c'est pas grave, c'est correct qu'il y en ait. Nos modèles n'en prennent pas compte, donc on devrait pas, ça ne doit pas être si important que ça. OK? On finit par croire que c'est pas important. Et si quelqu'un vous dit le contraire, que c'est l'inégalité qui explique l'effondrement du niveau de vie, ça vous menace personnellement. Vous vous sentez menacé. Parce que là, quelqu'un vous dit, ben non, c'est de la faute des inégalités si le système ne fonctionne pas. Puis vous dites, ben non, là, les modèles, ils ne prennent pas en compte l'inégalité, donc ça ne peut pas être ça une cause de l'effondrement du niveau de vie. Parce que là, ça viendrait remettre en question toute ma formation, toute notre formation d'économiste. Ça veut dire que les modèles qu'on a appris sont inutiles. Ça voudrait dire qu'on a échoué à prévoir la réalité. Okay? Le résultat, c'est que les économistes parlent de taux d'intérêt, de déficit public, de productivité, mais jamais de concentration de la richesse. Troisièmement, les bons prévisionnistes quittent la scène publique. Donc, Gary a travaillé pendant plusieurs années comme trader où il était payé pour faire des prévisions économiques avec de l'argent en jeu. Okay? C'était un trader. Il était payé, lui, pour faire des prévisions.
Il a constaté une chose inquiétante, ceux qui sont bons à prédire les crises sortent du système académique, car en finance, leurs compétences sont valorisées et rémunérées. En université, on ne leur accorde pas d'attention, même quand ils ont raison. Voilà, ceux qui comprennent vraiment ce qui se passe avec les inégalités, dans le fond, ce que Gary nous dit, c'est qu'ils vont obtenir des bons emplois et ils vont faire beaucoup d'argent dans les banques en faisant des transactions, en aidant les institutions financières à faire de l'argent. Okay? Parce que là, leurs compétences de prévisionnistes vont être bien récompensées. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Gary. Il a justement compris tôt, dans les années 2010, que les inégalités étaient au cœur du problème. Il a misé sur ce fait-là en faisant ses transactions, en faisant son trading pour la banque pour laquelle il travaillait, et il a fait faire beaucoup d'argent à sa banque. En finance, leurs compétences sont valorisées et rémunérées. En université, on ne leur accorde pas l'attention. Parce que, puis là, après ça, quand il est allé à l'université, puis qu'il a voulu parler peut-être d'inégalité, je pense qu'il s'est fait retourner de bord par les académiques à Oxford, puis à London School of Economics. Donc, tout cela crée un système pervers. Les meilleurs esprits quittent les cercles de décision et ceux qui restent sont déconnectés de la réalité. Quatrièmement, pourquoi que les économistes ignorent les inégalités de richesse? Une classe confortable qui ne veut rien changer. Enfin, Gary souligne que la majorité des économistes influents sont issus de familles riches. Ils n'ont jamais souffert de l'inégalité. Ils n'ont aucun intérêt à remettre en cause le système qui les a favorisés. Il ne veut pas changer un monde qui les a servis. Ils sont financés par des institutions qui préfèrent maintenir le statu quo. Ils ont tout à perdre à admettre que l'économie réelle souffre d'un mal qu'ils ne mesurent même pas. Conclusion, ce n'est pas un oubli, c'est une construction. Le système est fait comme ça, c'est volontaire. L'économie dominante ne manque pas l'inégalité par accident. Elle a été structurée pour ne pas en parler. Sa formation ignore la répartition, ses modèles mathématiques éliminent la diversité des situations, ses incitatifs professionnels excluent les voix qui dérangent, son élite est à l'abri du besoin et n'a aucun intérêt au changement. Ce ne sont pas les économistes qui vont corriger l'inégalité, ce sont les citoyens informés et mobilisés qui peuvent forcer le débat. Gary a donc quitté les enjeux traditionnels pour parler directement au peuple via YouTube et son message est clair. Si nous ne parlons pas d'inégalité, personne ne le fera à notre place. Voilà, c'est la fin de ma capsule économique, partie 3. Pourquoi les économistes ignorent-ils l'inégalité de richesse? C'est tout pour aujourd'hui, l'épisode numéro 117. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcasts. Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services ou voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler, allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!